C'est un journaliste anglais qui a lancé une revue qui s'appelle Le Paresseux. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est un livre qui s'appelle L'art d'être libre dans un monde absurde. Et en gros, il va vous donner un certain nombre de tuyaux pour apprendre à vous libérer du système actuel. Je vous préviens par avance que si vous suivez l'ensemble de ces conseils, tout le système s'écroule, il n'y a plus de banques, de supermarchés, et on vit tous à la campagne. Donc ça va peut-être être un petit peu compliqué, c'est peut-être pour ça qu'il est anglais, il va nous expliquer comment ça marche. Merci d'accueillir Tom Hodkinson. Hello. Bonjour. Bonjour. Is your French good enough to have a conversation in French? Est-ce que tu as un bon niveau de français, un niveau suffisant pour suivre cette conversation en français? Est très mal. Je peux parler un peu, mais je ne peux pas comprendre ce que vous disiez à moi. En français. Quelle note on lui met? You got a decent grade. You got a decent grade, but they're very nice. Bon, on va te mettre une bonne note. So I'm sorry, yeah, English is better. Oui, donc désolé, l'anglais c'est mieux pour moi. Donc, ton livre, L'art d'être libre dans un monde absurde, avec une préface de Pierre Rabhi, qui est en quelque sorte le pape dans ce domaine. Avant qu'on parle de ton livre, tu pourrais nous parler de la revue Le Paresseux. Est-ce que c'est un art de vivre? Est-ce que tu conseilles aux générations futures d'être des paresseux? Oui, d'un certain sens, oui, parce que je pense qu'on a tous besoin de plus de loisirs et de relaxation dans notre vie, de plus de contemplation, de méditation, parce que en faisant rien, Macron a critiqué les fainéants. Mais ne rien faire, c'est en fait le début de l'action, c'est le début de la créativité. Pour être créatif, il faut commencer par rien faire. C'est comme ça que les idées arrivent. Donc mon idée, c'est qu'on a besoin de plus de temps de loisirs dans nos vies. Le loisir, en grec, a été traduit par skolé, qui signifie école. Mais les philosophes disent que le vrai moment pour vivre, c'est pendant les loisirs et pas pendant le temps de travail, ou alors si vous êtes en train de construire quelque chose ou que vous êtes en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Donc l'important, c'est de créer ces moments de loisirs qui vont vous permettre de devenir qui vous êtes à la fin. Et je pense qu'on est tous un petit peu des philosophes, des artistes. Mais on a besoin de temps pour développer cet aspect artistique en nous. Donc j'aimerais que tout le monde devienne un peu plus paresseux. Donc cette revue s'appelle Le Paresseux, qu'on peut traduire, oui, le paresseux, l'oisif, ou le flâneur. C'est aussi un très bon mot, ça, pour un très bon titre pour cette revue. Les flâneurs, en gros, ce sont ceux qui se promènent dans Paris, par exemple comme Baudelaire au XIXe siècle, qui marchent lentement, ne faisant rien. Voilà, donc vous voyez ce qu'il vous reste à faire, devenir tous des mini Baudelaire. Donc vous voudriez qu'on devienne tous des mini Baudelaire. Dans votre livre, vous dites qu'il y a des changements qu'on remarque même pas. Ce que vous appelez la modernité. J'aimerais poser quelques questions concernant les changements dont vous parlez. Vous dites que pour être plus libre, il faut qu'on enlève nos montres, déjà? Oui, non, j'ai pas de montre, donc je suis libre moi aussi. Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi c'est important? Parce que ce que je dis avec cette phrase un peu provocante, c'est que c'est un commentaire, c'est une remarque sur le temps. Le temps, la façon dont on en fait l'expérience, a été introduit autour du XVIIe, XVIIIe siècle en Europe. Parce que ça coïncidait avec le développement d'une nouvelle machine, de nouvelles technologies. Mais avant ça, la conscience du temps était différente. On regardait plutôt les saisons, on se laissait guider par voilà, les saisons. Donc le fait de jeter sa montre ou de ne pas porter de montre
c'est en quelque sorte rejeter la notion du temps capitaliste où il faut être à l'heure pour son boss, pour son patron. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se pointer en retard quand on est invité par des amis. Hein. Il ne s'agit pas d'être impoli. Mais voilà, vous avez compris l'idée, je pense. Mais en ce qui me concerne personnellement, j'ai fait l'expérience de ça et avant de commencer la revue Le Paresseux, je culpabilisais beaucoup par rapport au fait que j'étais paresseux, oisif, voilà. Et donc, j'essayais de me lever tôt et ma petite amie me disait, tu sais, tu devrais jeter ton réveil, et quand tu te réveilles, naturellement, tu te lèves. Donc, c'est quelque chose qui peut marcher sans réveil. Donc le fait de faire ça, ça vous connecte. Le fait de porter une montre vous rend esclave un petit peu du temps standard. Donc de temps en temps, ou essayez d'oublier quelle heure il est, enlevez votre montre et prenez un peu plus de liberté. Ok, bon, jusque-là, c'est assez facile. Tous les enfants ici peuvent enlever leur montre et devenir un peu plus libres. Mais ensuite, il y a d'autres étapes. Si vous voulez être vraiment libre, il faut, selon vous, s'éloigner, ne surtout pas s'approcher des supermarchés. Pourquoi? J'ai pas réussi à faire ça, parce que j'ai écrit ce livre il y a environ 10 ans. Et en 2002, j'ai quitté Londres avec ma famille, j'ai démissionné de mon travail, on avait 2 enfants en bas âge, et on a loué une maison, une ferme, une maison de campagne, et on a commencé à faire pousser nos propres légumes, et on avait un cochon également. Donc pour essayer de devenir indépendant et d'échapper à cette dépendance du marché ou des supermarchés comme Tesco et Sainsbury's au Royaume-Uni. Voilà, je n'aimais pas cette dépendance parce que en quelque sorte, ils dénaturent le but de la nourriture. Ils enlèvent la source de la nourriture. Les personnes qui produisent la nourriture pour les supermarchés se font de moins en moins d'argent, tandis que les chaînes de supermarchés se font de plus en plus d'argent. Et ça, c'est vraiment un piège. C'est une façon pour les actionnaires de se faire de l'argent, pour les entreprises de se faire des millions de livres par an. Et je trouvais que ça, c'était d'un point de vue éthique parfaitement mauvais. Et je me suis dit que si on pouvait un petit peu produire de l'alimentation, produire de la nourriture à la maison, on pouvait réduire cette dépendance à ce système néfaste. Et c'est quelque chose qui m'a rempli de satisfaction. Et en plus, on économise de l'argent. Après, ayant dit tout cela, ça reste quelque chose de très difficile à faire. Hein. Je sais qu'il y a quelques années, on est allé à un festival. J'avais organisé un peu une présentation qui s'intitulait « Est-ce que Tesco, la chaîne de magasins Tesco, est l'incarnation du mal ?» Et donc on est allé à cette conférence, mais on est passé devant un Tesco et en fait j'ai pas pu m'en empêcher, mais on s'est arrêté à Tesco pour acheter quelques trucs sur le chemin de la conférence. Donc ça a été un peu un échec pour moi. C'est pas la peine d'être aussi strict et culpabilisant. Donc voilà, maintenant je suis de retour à Londres et je vais à Tesco tout le temps. Hein, donc ça a été un petit peu l'échec. J'ai pas réussi à appliquer ça dans ma vie. Donc même vous êtes en train de dire que vous n'arrivez pas à vivre de manière aussi radicale. Mais vous allez plus loin que ça. Vous dites enlevez vos montres, n'allez pas au supermarché et ne retirez plus de l'argent, n'allez plus dans les banques. Donc pas d'argent. Vous n'avez pas envie d'avoir de l'argent. Vous voulez pas que les gens achètent votre livre. Il est évident qu'on a tous besoin d'argent, mais il s'agit d'être intelligent par rapport à la chose. Il faut savoir avoir l'esprit un peu d'entrepreneuriat.
c'est mieux de travailler pour soi-même, de travailler pour une petite entreprise que de travailler pour le gouvernement ou de travailler pour un grand groupe. Ce que j'essaie de décrire dans ce chapitre sur l'argent, c'était un peu le fait que le système bancaire n'est pas forcément le meilleur et qu'il faut essayer de s'en détacher un petit peu. Et ce qui est drôle, c'est qu'on peut acheter des pièces d'or. On peut s'imaginer utiliser de l'or et de l'argent comme un moyen d'échange. Par exemple, donner une pièce d'or à son mécanicien. Donc en fait, j'ai acheté des pièces d'or et donc j'ai payé mes contributeurs avec des pièces. Et ils avaient chacun un souverain qu'ils ont gardé. Et ça a été un peu une provocation, une façon pour moi de dire que la monnaie qu'on utilise n'est pas sous notre propre contrôle. Et donc, si on peut remplacer le système monétaire actuel géré par les banques par d'autres moyens d'échange comme les pièces d'argent ou d'or, ou même, pourquoi pas, faire du troc ou de l'échange. J'en parle un petit peu dans mon magasin. Ou par exemple, oui, faire des échanges. On peut réduire la dépendance au système bancaire. Ça a l'air une idée assez stupide à la surface, mais c'est un peu une philosophie de vie d'essayer de mieux comprendre ce qu'est l'argent en soi. Et il faut savoir qu'au Moyen-Âge, prêter de l'argent avec intérêt était interdit, plus ou moins. C'est intéressant de voir comment le travail était organisé pendant le Moyen-Âge. Pendant le Moyen-Âge, tout le monde nous dit, bien sûr, que le Moyen-Âge, c'était la période où tout le monde était malade et bête et stupide. Mais enfin, quand même, ils ont construit la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ils ont construit des États-cités à travers l'Europe, gouvernés de façon autonome, sans roi, sans aristocratie. Il y avait des communes bourgeoises. Et on les appelait les communes, d'ailleurs. Et le travail était organisé sous le principe des guildes, les apothicaires, les maçons. Vous ne travaillez pas pour une entreprise avec des actionnaires, mais vous travaillez pour une guilde. Ce que vous dites, en gros, c'est qu'on a besoin d'un nouveau Moyen-Âge. Mais pour cette génération, vous savez, le Moyen-Âge, c'est synonyme de Game of Thrones. C'est beaucoup de violence, de l'inceste, et l'hiver arrive, il n'y a pas de nourriture, et les White Walkers, ils vont nous tuer. Non, je ne pense pas que le Moyen-Âge était vraiment comme ça. Non, allez à Florence et n'importe quelle ville italienne du médiéval, ils ont inventé les universités. C'était un système extrêmement sophistiqué d'un point de vue de la philosophie. Les Arabes avaient traduit Aristote. Et saint Thomas d'Aquin a unifié la christologie médiévale, le christianisme médiéval, avec les idées pré-chrétiennes d'Aristote, par exemple. Donc il y avait des grands philosophes, il y avait des universités, ils étaient très sophistiqués. Mais vous pensez qu'il y avait... Vous ne pensez pas qu'il y avait de l'inégalité quand même au Moyen-Âge? Il y avait quand même le roi, le souverain, qui avait beaucoup d'argent. Mais dans les châteaux, tout le monde vivait un peu de cette façon-là. Non, mais ils n'avaient pas les châteaux dans les villes. C'était le système féodal où vous aviez les aristocrates, les guerriers qui construisaient des châteaux dans la campagne et ils avaient des paysans qui travaillaient dans des terres autour du château. Ce qui s'est passé au XIe et XIIe siècle, c'est que les gens, comme vous et moi, on s'est dit, on va échapper à ce système féodal et on va construire nos propres villes avec des murs autour et ça sera notre ville. Est-ce que vous vous imaginez un peu le sens de liberté de se sentir un citoyen d'Ibiza ou un citoyen de Florence, de Pise, pardon, ou de Florence? Imaginez-vous un petit peu le sentiment de liberté qu'on pouvait avoir à cette époque-là.
vous vous sentiez un citoyen de cette ville, vous faisiez partie de la ville, vous travailliez pour la ville, vous travaillez avec les autres habitants de cette ville sur des projets comme une cathédrale par exemple, et il y avait de la concurrence avec les autres villes pour qui sera le premier à construire tel ou tel bâtiment. Il y avait une interdiction de prêter de l'argent avec intérêt. C'était un petit peu socialiste dans le sens où le travail était constitué autour d'une guilde, d'une fraternité de personnes. Donc par exemple, vous faisiez un stage de 7 ans pour devenir, peu importe, vous étiez formé pendant 7 ans, il y avait des tas de guildes. Mais après ces 7 ans, vous pouviez être admis dans la guilde, et ensuite, une fois dans la guilde, vous pouviez contrôler votre propre travail. C'est un peu comme un syndicat, mais sans capital. Donc c'est vraiment que le métier, le travail. Et bien sûr, il y avait aussi l'élément un petit peu entre guillemets caritatif. Si vous étiez malade, la guilde s'occupait de vous, s'occupait de votre famille, etc. C'est anticapitaliste. Il n'y avait pas vraiment la compétition qu'on a aujourd'hui parce que ça aurait été... Enfin, c'était pas la même chose. Donc c'est intéressant de regarder le Moyen-Âge de ce point de vue-là. Bien sûr, il y a eu la peste, il y a eu des épidémies comme la peste, il y a eu des temps un peu sombres, mais ce n'était pas la majorité. Donc il nous faudrait, selon vous, une version moderne du Moyen-Âge. Excusez-moi, je regarde un peu l'heure parce que le temps passe, mais ce que vous dites, c'est que pour réaliser ce nouveau Moyen-Âge, il faut un petit peu se détacher de deux sentiments qu'on peut avoir qui sont l'anxiété et le fait de s'ennuyer. L'inverse en fait du burn-out. Comment est-ce qu'on fait pour trouver cet équilibre et trouver un travail qu'on aime vraiment, où on n'est pas soit trop stressé, soit où on s'ennuie trop? Donc ça, c'est la grande question. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce magazine Quand. J'ai fait un travail qui était à la fois ennuyeux, stressant et qui ne payait pas beaucoup. Et c'est facile de se retrouver coincé dans ce sentiment de colère et d'amertume et de se sentir un peu comme un esclave. Je veux dire, je suis convaincu qu'il y a des professions qui sont géniales, mais ce que c'est à la fin, ce sont des revenus réguliers. Et parfois, quand ça se passe pas bien, il faut pouvoir s'échapper de ça et créer sa propre vie, une vie qui vous convient à vous. Socrate a dit que quand les gens ont l'impression d'être dans un échec, c'est parce qu'ils sont mis dans la mauvaise direction, ils sont dirigés dans la mauvaise direction. Et ça se produit très facilement parce que vos parents vous disent tu devrais faire ça. Mais ma philosophie à moi, dans le livre, il y a pas mal de philosophes français d'ailleurs qui en parlent, Montaigne, Sartre et bien sûr les situationnistes des années 1950 qui ont fait des graffitis dans Paris en écrivant « Ne travaillez jamais » sur les murs. Mais il ne s'agit pas de dire que tout le monde que personne ne va rien faire. Il faut bien sûr travailler, mais il faut regarder la situation dans laquelle on est. Et pour certaines personnes, ils n'auront peut-être aussi jamais un travail qui va complètement les satisfaire à 100%. Il y a tout un tas de travail qui ne sont pas forcément plaisants. Par exemple, les infirmières, les docteurs, etc. Bien sûr, ils doivent rester, mais on peut réduire la durée de la semaine de travail. Je sais que vous avez essayé en France. Non, on a réussi même à un moment donné. Vous pensez qu'on a encore besoin de moins que ça? Moi, j'aimerais bien avoir un jour émerger la semaine de 4 jours. Dans les années 30, il y a des idéalistes qui ont déclaré que une semaine de 3 ou 4 jours serait possible grâce à la technologie du futur. Et ça serait la marque d'une civilisation civilisée,
la civilisation du futur. Mais on n'a pas réussi à faire ça. Il y a un chapitre assez marrant dans votre livre où vous dites que on pense que les robots vont prendre tous les métiers un petit peu à pénibilité, alors que pendant ce temps, nous, on va pouvoir boire du vin et faire ce qu'on veut un petit peu. Mais ça c'est pas du tout ça qui s'est passé. Oscar Wilde, il en parle de cette idée au 19e siècle. Et même quand on a commencé à créer les premiers moulins à eau, on a vu que ça réduisait quand même la charge de travail. Et les gens se disaient, ça va nous permettre, enfin tout va devenir automatique, ça va nous permettre d'en faire beaucoup moins. Mais je ne pense pas que ce soit possible de remplacer complètement l'humain, surtout avec ce système capitaliste actuel. Mais voilà, vous avez une usine, ils obtiennent une nouvelle machine, et c'est une machine automatique. They could make the same number of pins in half the time. Okay, and he said, okay, so the rational society would say, this is. Et donc c'est une usine qui fait des épingles et qui dit, grâce à cette machine, on va pouvoir faire le même nombre d'épingles en 2 fois moins de temps. Et donc du coup, mais plutôt que de dire à leurs travailleurs, maintenant vous allez avoir deux fois moins d'heures de travail, ils licencient la moitié de leurs employés. C'est ça la logique actuelle. Et c'est ça qui ne va pas. Donc apparemment, vous n'êtes pas fan du système capitaliste. Votre livre a 29 chapitres, donc 29 conseils en fait. Si vous aviez seulement un conseil à donner à la génération de l'avenir, à la génération du futur, qu'est-ce que ce serait pour qu'ils puissent se diriger vers la vraie liberté? C'est à la fois faire ce qu'on a envie de faire, tout en servant les autres. Quelque part au milieu, trouver l'équilibre. Cette attitude philosophe sur cet équilibre-là qui peut nous permettre de trouver satisfaction dans notre vie. Un dernier mot peut-être, pourquoi est-ce qu'un Anglais a tellement de références sur la France, toutes les 2 pages Est-ce que vous voulez devenir français peut-être? Je sais pas en fait. C'est vrai que j'étudiais le français à l'école. À l'université aussi, j'ai étudié les philosophes français parce que c'était un petit peu à la mode en fait. Le post-structuralisme, Roland Barthes. Et je crois que c'est quelque chose qui attire pas mal d'anglais en fait. La rive gauche de la Seine, Beauvoir, Simone de Beauvoir, Sartre, les cafés, Montaigne, voilà, toutes ces références. Et parler, philosopher et savoir vivre, en gros, vivre bien. Bon vivant, la bonne bouffe, le bon vin, c'est quelque chose qui forcément qui attire beaucoup d'anglais. Et on a besoin de beaucoup de ça parce que les anglais sont beaucoup trop comment dire prennent beaucoup moins le temps de vivre. En 1999, avec certains amis, on a créé une boîte d'export. Donc pour importer de l'absinthe au Royaume-Uni. Et bon, les gens nous disaient que non, l'absinthe n'était pas aussi bonne que l'absinthe qu'utilisaient les Français au 19e siècle. Bon, alors du coup, on a été en France pour essayer de trouver de l'absinthe, bien que ce soit interdit en France. Mais, parce que ça rendait les gens trop faibles, c'est pour ça que ça a été interdit. Mais on pouvait quand même la faire. Et donc, au nord de la France, on a eu une réunion avec des gens qui allaient le faire. Et puis on a déjeuné, et puis le déjeuner était interminable avec encore de la nourriture, encore du vin, encore de la nourriture. Et puis finalement, il était 4 heures. On s'est dit, bon, il faut peut-être qu'on aille, qu'on fasse des affaires, non? Et moi j'étais éditeur du Paresseux à l'époque. Et les Français m'ont dit non, travaillez moins, produisons plus. Wow. Merci beaucoup, on vous donnera la nationalité française. C'est objectivement un des livres les plus drôles qui m'a été donné de lire ces dernières années. Et puis surtout, si vous voulez décider de faire une carrière sans banque, sans supermarché et en quittant les villes, ce qui rassurera sans doute vos parents, achetez ça, ils seront plus détendus. On va faire une petite pause d'1 quart d'heure et après ça parlera climat. Merci à tous.